Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonjour, bienvenue dans cette quotidienne du 11 mars 2025. Il est 18h03 lorsque j'enregistre cette vidéo et j'ai envie de vous dire une chose, c'est Ladies and gentlemen, welcome to the Rumble. Oui, je fais un petit peu le fanfaron, désolé pour ça, mais il n'y a pas de raison de faire le fanfaron. Mais welcome to the Rumble, effectivement, puisque vous l'avez vu, on continue notre saignée, on continue notre début, milieu, fin de tendance baissière. Panique à Wall Street, effectivement, on va tout de suite plonger dans les news macroéconomiques, puisque ça nous est rapporté par Money Radar. Vous l'avez vu, je pense, passer, ça n'est pas passé inaperçu. Panique à Wall Street sur la journée d'hier, la bourse a connu un effondrement de 1100 milliards de dollars, le Nasdaq. 1100 milliards de dollars, d'accord? 1,1 trillion. 2 dollars en une seule journée, hein. Ça représente un peu moins de la moitié du marché des crypto-monnaies à l'heure actuelle. Donc autant vous dire que c'est une perte qui est gigantesque sur une seule journée. Les investisseurs fuient massivement les actifs américains pour se réfugier ailleurs dans un retournement des situations spectaculaires. L'euro bondit de plus de 7% depuis février. Les actions chinoises à Hong Kong explosent de 20% cette année. Les Magnificent Seven américains chutent de 15%, pendant que les 7 géants de la tech chinois s'envolent de 30%. Et le pire dans tout ça, c'est que vous le savez, hein, les données macroéconomiques, on en a parlé dans les quotidiennes des précédents jours. D'ailleurs, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes toujours 80% à regarder ces vidéos sans vous abonner. C'est inadmissible. Un petit abonnement, c'est gratuit. Un petit pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Et un petit commentaire, ça ferait énormément plaisir. Surtout, voilà, surtout qu'on n'a plus rien dans les poches, hein. Donc voilà, ça nous mettrait au moins un petit peu de baume au cœur. Je plaisante bien évidemment. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre la plateforme Versatile, c'est 100% gratuit si vous voulez avoir accès à tous les calls, tous nos wallets, etc. Et bien plus encore. Et à ces quotidiennes qui paraissent un jour plus tôt sur la plateforme. Peu importe, vous le savez, on en a discuté sur la plateforme Versatile, on en a discuté lors des points hebdomadaires, on en a discuté lors des quotidiennes. Tout ça, la macroéconomie est extrêmement bien orientée, les fondamentaux sont bons. En revanche, la géopolitique, l'idée par deux hommes, en réalité, j'allais dire un seul, mais c'est plutôt deux hommes, sont en train de nous mettre des grosses bâtons dans les roues, sont en train de nous tirer dans les pattes. Donald Trump et Elon Musk, donc voilà. Trump et son secrétaire au Trésor évoquent une période de transition et de désintoxication pour l'économie américaine, poussant encore plus les investisseurs vers la sortie. Les données économiques confirment l'inquiétude, chômage en hausse, baisse historique des dépenses de consommation en janvier. Ça, c'est quelque chose qui va falloir continuer à monitorer d'ailleurs, puisque c'est assez préoccupant en effet. De quoi convaincre les marchés que la Fed devra relancer les baisses de taux rapidement. Le monde financier se réorganise. Voilà, l'Allemagne et son plan de défense historique attirent aussi les capitaux, donc effectivement, une surperformance assez importante et je vous l'ai dit depuis un moment maintenant, hein, depuis le début des quotidiennes, hein, que cette année sera probablement une année de rattrapage du côté des marchés européens par rapport au marché américain, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent et aussitôt. Nicolas Chéron qui nous explique, qui nous fait une petite lecture macro de ce qui se passe. Trump avait pour habitude de tweeter sur le marché des actions et de le soutenir comme il le pouvait lors de son premier mandat. Ce qui est highlighté, j'allais dire représenté sur ce graphique ici. Et eh bien, jeudi dernier, il a déclaré: Je ne regarde pas les marchés. Donc, sur ce deuxième mandat, il n'en en a que faire des marchés, comme on vient de le voir. Il faut comprendre que Trump a pour objectif de forcer la Fed à baisser les taux. Et pour ce faire, il laisse les marchés actions souffrir. Pour l'instant, effectivement, ça, c'est une hypothèse assez intéressante et que je commence à développer quelque part au fond de mon esprit, c'est est-ce que tout ça, ça serait pas finalement, ne serait-ce pour, en plus, toutes ces histoires de tarifs et toutes ces histoires d'ingérence un petit peu de Donald Trump sur les pays étrangers, est-ce que ça serait pas une raison, un levier de négociation, mais un levier de négociation vis-à-vis de ces pays, mais surtout un levier de négociation vis-à-vis de la Fed, puisqu'on sait effectivement qu'au début du mandat, Trump avait expressément dit, expressément demandé à Jérôme Powell et à la Fed de reprendre la baisse des taux, chose à quoi Jérôme Powell, la Fed, avait répondu par la négative et qu'ils attendraient eh bien, d'avoir les signaux adéquats pour continuer la baisse des taux. Donc je me demande si Donald Trump là ne s'est pas engagé effectivement dans un bras de fer et je suis assez d'accord, enfin je commence à m'aligner avec cette théorie. Quoi qu'il en soit, vous allez voir tout de suite avec ce tweet ici de Walter Bloomberg que la journée d'aujourd'hui a commencé sur les chapeaux de roue pardon, pour Donald Trump et qui n'a pas l'air de vouloir se calmer tout de suite, peu importe finalement quelle est sa stratégie et quel est le point culminant qu'il veut atteindre puisqu'il a ce matin demandé au secrétaire du commerce d'ajouter des tarifs additionnels, de passer les tarifs de 25% à 50% sur l'acier et sur l'aluminium qui arrivent aux États-Unis par le Canada, donc ajouter ces tarifs-là au niveau du Canada pour le Canada, et que ça aurait un effet à partir de demain matin, chose à quoi le Canada a répliqué par qu'il n'hésiterait par le fait qu'il n'hésiterait pas à couper tout simplement les power supplies, donc l'électricité, la fourniture d'électricité aux États-Unis si besoin.
Donc voilà, on a une escalade des tarifs, une escalade des réponses aux tarifs qui, une fois de plus, hein, je vous l'ai expliqué un milliard de fois, je ne vais pas me répéter par peur de vous saouler, mais qui ajoute de l'incertitude et les marchés détestent par-dessus tout l'incertitude. Donc, a priori, la correction qu'on a actuellement risque, si ça continue comme ça en tout cas, de ne pas se calmer tout de suite. Alors, à partir de maintenant, je crois qu'on a quelques news qui sont un petit peu bullish et qui vont à l'encontre exacte de ce que je viens de vous dire. Il faut bien comprendre que actuellement, le gros problème, c'est Trump avec ses histoires de tarifs. Je vous l'ai déjà expliqué, tout est orienté correctement, même si on commence à avoir certains signaux de dégradation assez importants sur certains chiffres, notamment les consumer data. Donc les données de consommation aux États-Unis, notamment pour janvier. Mais effectivement, si on a Donald Trump qui se calme de ce côté-là, on commence à avoir de plus en plus de news bullish et la macroéconomie qui est correctement orientée. Donc là, on a la news globalement, hein, je ne vais pas tout vous lire pour pas faire une quotidienne une fois de plus de 25 minutes, sachant qu'elles sont censées durer 15 minutes ou moins. Ici, l'Ukraine qui est prête à signer un deal minéral. Donc je vous le rappelle, hein, c'est les Américains, Donald Trump qui avait demandé pour la résolution de la guerre eh bien, d'exproprier, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement, mais en tout cas d'avoir une signature de la part de l'Ukraine qui lui lègue une partie assez importante de ces terres rares. Et ça, voilà, dans le cadre de la résolution de la guerre, dans le cadre d'un accord de paix, bien évidemment, qui viendrait à alimenter une fois de plus l'économie et l'industrie américaine, notamment du côté de tout ce qui va être batterie, intelligence artificielle, etc. Vous le savez, à quoi sont utilisées, à quelles fins sont utilisées les terres rares. Ça devrait peut-être se solder aujourd'hui, puisqu'on a des délégations ukrainiennes et américaines qui se sont réunies en Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est la news ici, dernière minute. Les délégations ukrainiennes et américaines commencent la réunion en Arabie Saoudite. Je crois qu'ils ont fait une pause après plusieurs heures de négociations, mais il me semble que c'est en bonne voie pour avoir un potentiel cessez-le-feu de ce côté-là. Du côté des marchés, pour parler maintenant vraiment côté marché, analyse technique, ici une news qui est assez intéressante. Je vous l'ai dit, on peut avoir, dans la quotidienne d'hier, on peut avoir à court terme un rebond et qui peut être assez violent parce qu'on est survendu vraiment de manière extrêmement importante sur le Nasdaq, sur le SP 500 et c'est assez rare qu'on arrive à ces niveaux-là. Et en plus de ça, US Stock, donc rapporté par Solid Intel, US Stock Put Volume hits an all-time high. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire cette news tout simplement? C'est que les puts sur les actions US ont atteint un all-time high. Que sont les puts très vulgairement parlant, pour vous vulgariser ça, c'est tout simplement des shorts. Donc on a sur les marchés dérivés, vous le savez, des puts et des calls. On en a déjà parlé, c'est exactement la même chose que pour les crypto-monnaies, pour les longs et les shorts. Et eh bien, lorsqu'on se fait longue, lorsqu'on a énormément de longues, par exemple, et que le marché part à la baisse, on peut avoir une clôture importante des positions longues et donc un long squeeze, et donc un effet de cascade à la baisse. Là, ce qui se passe sur les marchés traditionnels, en plus d'être en zone de survente assez violente, on a un record des shorts, des positions short qui sont ouvertes et donc un potentiel short squeeze. D'accord? The Cobisi Letter ici qui nous dit The case for a short squeeze. Depuis le 19 février, le SP 500 a effacé 5 trillions, donc 5 000 milliards depuis le 19 février, hein, c'était il y a un mois et même pas, il y a 3 semaines, 5 000 milliards de capitalisation, hein, deux fois la capitalisation globale des crypto-monnaies, c'est énorme. En revanche, effectivement, le total de put option volume eh bien, est sur un ATH à plus de 30 millions de contrats ouverts sur les derniers 5 jours. D'accord? Donc ça voudrait dire que si on commence à avoir un retournement un peu violent, inattendu, sur une news, je ne sais pas, de cessez-le-feu par exemple, ou d'accord de paix en Ukraine, ou Donald Trump qui décide de changer d'avis, même si je suis sceptique là-dessus, du côté des tarifs, et qu'on arrive à n'importe quel deal, qu'on a le marché qui se retourne de manière un peu violente sur le Nasdaq ou sur le SP 500, on peut avoir le short squeeze de la décennie, peut-être même du siècle, hein, puisqu'on a énormément, bah, on a le record de put, là, de positions put qui sont ouvertes tout simplement sur les marchés. Bob Lucas qui va dans ce sens-là en nous disant qu'il a l'impression, le sentiment qu'on arrive à la fin, on arrive proche de la fin de phase de panique pour l'instant. D'accord? Ça, je tiens vraiment à bien appuyer sur le pour l'instant. Vous le savez, on en a parlé, 2025 va être chaotique. Honnêtement, lorsque j'ai fait ce point, cette vidéo, cette masterclass sur la plateforme Versatile au début de l'année. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi chaotique, mais là, c'est vrai que voilà, c'est extrêmement volatile. Faites attention à vous. Et l'année ne fait que commencer, d'accord? Nous sommes le 11 mars, hein. Donc voilà, vous connaissez, vous savez dans la communauté Versatile quel est mon horizon d'investissement et surtout ma thèse pour cette année 2025. Et ça soutient le For Now, at least, qui pour moi est extrêmement important ici. Donc là, il nous dit qu'on va probablement passer les prochaines semaines à récupérer au niveau des stocks et ensuite le marché pourra retester probablement voilà, une nouvelle hausse, des nouveaux plus hauts.
il nous dit que de toute façon, tout est enfin, all oversold, c'est ce que je vous ai dit au début, hein, tout est survendu de manière importante, y compris sur Bitcoin, même si honnêtement, je trouve que les crypto-monnaies font preuve d'une certaine résilience, on va le voir sur l'analyse technique tout à l'heure. Hausse du BTC imminent, news qui nous est rapportée par Monero Radar Crypto. Ça aussi, on en a déjà parlé sur la plateforme Versatile avec la communauté. Le prix du Bitcoin semble suivre avec un délai la courbe de la masse monétaire M2. Je vous en ai aussi parlé dans la quotidienne d'il y a quelques semaines. Je me demande si ce n'était pas il y a un mois peut-être même, hein. Nous avions déjà fait un post il y a quelques mois avant l'ATH pour dire que selon cet indicateur, Bitcoin partait vers les sommets. Si la corrélation se poursuit, on peut s'attendre à une reprise du marché dans les prochaines semaines. Ce graphe tend à montrer que le Bitcoin est un bon hedge contre l'inflation, mais prudence. Corrélation n'est pas égale à causalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. On a une corrélation avec un lag entre ces deux indices. Je vous en ai déjà parlé. Gardez cependant à l'esprit que si le marché US part en récession, il y a corrélation, pas de corrélation, voilà, il n'y aura rien du tout. Tout va aller à la cave, voilà, en même temps que les marchés US. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis juste garder à l'esprit et essayer de traiter les informations et d'accepter les informations telles qu'elles sont, d'accord, froidement, pour avoir la meilleure stratégie d'investissement possible et la plus pragmatique possible, d'accord. On évite les biais de confirmation. Voilà, tout simplement. Si les marchés traditionnels corrigent, partent en récession, eh bien, on fera une exception tout simplement au niveau de ce chart ici pour cette fois-ci. C'est très clair. Crypto Goku ici, rien à voir avec l'analyse technique, mais qui nous dit que moins de 4% de la population mondiale détiendrait du Bitcoin selon le dernier rapport de River sur Bitcoin. Les États-Unis seraient en tête avec 14%, bien évidemment. L'Afrique à la traîne avec 1,6% de la population et 3,4% des Européens détiendraient du Bitcoin. Tout ça pour vous, voilà, pour vous sensibiliser au fait que l'adoption est de plus en plus croissante. Même si les États-Unis décident de faire une réserve stratégique de Bitcoin, on peut avoir l'impression que ça y est, c'est adopté, oui, c'est en bonne voie, mais il y a toujours qu'une toute petite partie de la population qui détient du Bitcoin, d'accord? Donc, bien évidemment, qu'il n'est pas trop tard. La plupart des gens ignorent qu'on peut acheter voilà, des fractions de Bitcoin, etc. Mais en tout cas, si on a une suite de bull run et ensuite un bear market, effectivement, dans notre wallet versatile, pour le prochain cycle, et pour d'ailleurs même pas que pour le prochain cycle, hein, pour le plus long terme, je songe très sérieusement, et c'est même sûr, à accumuler du Bitcoin sans vraiment le revendre à court moyen terme, puisque voilà, avec les cycles qui passent, vous savez, je suis dans le marché depuis 2017, avec les swings qu'on a sur les altcoins qui apparaissent, disparaissent, tous les scams, etc. Je deviens avec le temps de plus en plus Bitcoin maximaliste alors que je ne l'étais pas du tout au départ. Mais il semble que effectivement pour l'instant ce soit la seule réserve de valeur digitale qui soit vraiment digne de ce nom, tout simplement. Voilà, j'ai terminé mon laïus de ce côté-là. On a les chiffres importants qui seront publiés cette semaine, demain, mercredi 12 mars, à 13h30. Ce sont les chiffres de l'inflation. Vous le savez, ils sont attendus à 0,3% pour le mois sur mois et 3,2% d'une année à l'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus de ce côté-là? Pas grand-chose, si ce n'est que ce sont les chiffres pour le mois dernier, donc ne vous attendez pas à des chiffres voilà, exceptionnels. En revanche, si on regarde du côté de Trueflation, si on prend le year on year, on est à 1,35%. Donc on voit que l'inflation continue en temps réel, sa chute, voilà, inflation en temps réel, qui sera donc répercutée dans les chiffres de la Fed d'ici 30 à 40 jours. Voilà, tout simplement. On passe tout de suite du côté de l'analyse technique et on voit que bon, bah voilà, on continue sur les niveaux d'incertitude sur lesquels on était hier, puisqu'on a le SP500 qui est à moins 1,25% actuellement, qui est bien en dessous de sa moyenne mobile 200 à 200 jours, hein. On en a déjà parlé hier, donc voilà, je ne vais pas me répéter. Regardez la vidéo d'hier si vous voulez avoir les niveaux support à vraiment ne pas lâcher. Du côté du MSCI World, puisque vous savez, du côté de la communauté versatile, qu'on accumule de cet indice, qu'on a augmenté, ouvert un peu plus les vannes du côté du DCA avec Nassim, puisque c'est assez rare que l'on passe en dessous de la moyenne mobile 50 du côté de cet indice, et lorsque c'est le cas, ça ne dure jamais très longtemps. Mais le MSCI World, vous le voyez, hein, qui est censé reproduire l'état de l'économie mondiale, hein, qui depuis son ATH est à moins 11%. Donc on le voit, hein, qui est quand même plus résilient, par exemple, qu'un Nasdaq qui, lui, est actuellement à moins 13%. Donc voilà, 2% de delta entre les deux indices. D'ailleurs, on parle du Nasdaq. Voilà, le Nasdaq, c'est pareil, hein. Actuellement, on a ouvert, on est à moins 0,8%. Alors la bougie en journalier n'est pas clôturée. Si on arrive à un deal dans la soirée, potentiellement qu'on peut avoir un retournement assez violent, je vous en ai parlé. À court terme, de toute façon, si on se place en journalier, on peut se refaire un petit point du côté du SP500, c'est la même chose. Vous le voyez bien, MACD, zone de survente. Et le RSI, on commence à entrer vraiment dans des zones qu'on n'a pas vues sur le Nasdaq depuis extrêmement longtemps, hein. Vous le voyez, dernière fois ici, c'était janvier 2022, hein.
Donc voilà la grande correction remise à plat de 2022. Donc à court terme, sur le Nasdaq et sur le SP 500, rebond potentiel à venir. Et en regardant même en weekly, en soi, on a encore du potentiel de baisse, bien évidemment, hein, ça peut encore bien dégonfler. Mais vous voyez qu'on commence à descendre en dessous des zones neutres pour le Nasdaq et également pour le SP 500. Donc voilà, à un moment donné, on va avoir la force de vente, eh bien, qui va, s'épuiser, tout simplement. On va avoir et je vous le dis de manière très, optimiste, mais aussi de manière très pragmatique, on va avoir tous ces narratifs qui vont s'épuiser, ces narratifs de baisse, de vente et même d'ailleurs une stabilisation et une résolution plutôt de tous ces narratifs-là, puisque Donald Trump n'a pas pour intérêt non plus de plier l'économie américaine ad vitam aeternam, d'accord? Donc c'est mettre du grabuge pendant un certain moment et il va y avoir un moment donné où des deals seront passés, où on va avoir des signatures, voilà, des signatures de contrats. Et à ce moment-là, je pense sincèrement que les marchés vont se retourner de manière assez violente parce que, comme je vous l'ai dit, si on a ça qui s'aligne avec la macroéconomie du côté de la baisse des taux de la Fed, de la baisse de l'inflation, de la légère augmentation du chômage, etc., on va avoir voilà, des marchés qui vont repartir à la hausse de manière assez violente. Donc ça ne durera pas ad vitam aeternam cette correction du côté des indices, mais pour nous, c'est une aubaine, une fois de plus, du côté de la communauté versatile, c'est une aubaine puisqu'on a toute une série d'actions dont on parlera dans le point hebdomadaire de dimanche, sur lesquelles il commence à être assez intéressant de commencer à placer ses premières billes. Donc voilà, on ne passera pas les actions pour aujourd'hui. Si vous voulez avoir le screening des actions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme, c'est 100% gratuit, ça sera dimanche lors du point hebdomadaire. Voilà, du côté du SP 500, on a eh bien, une consolidation aux alentours des 8000 points, 8047 points. Et du côté des indices, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Du côté de Bitcoin, on est allé visiter et combler le gap, hein. D'ailleurs, si on regarde pour le gap CME, ça y est, on a comblé complètement ce gap CME qui avait été ouvert en novembre 2024. Je vous ai dit, hein, les crypto-monnaies, vous le voyez, qui aujourd'hui sont dans le vert, alors qu'on a tous les indices, comme vous l'avez vu tout à l'heure, qui sont dans le rouge. Et franchement, je suis assez surpris de voir ça, puisque depuis quelques temps maintenant, on a un Bitcoin et un marché des crypto-monnaies, quelques jours, quelques semaines, même si vous me direz, bon, cette semaine-là a été quand même assez volatile à la baisse. Mais depuis quelques jours, on a un Bitcoin qui est assez résilient par rapport au Nasdaq. D'accord? Donc pour revenir sur les niveaux à surtout ne pas perdre, je vous l'ai dit, hein, c'est la moyenne mobile 50 en weekly, bien évidemment. C'est cette moyenne mobile qu'il faut conserver quoi qu'il arrive. Si on regarde en journalier, c'est exactement comme pour les indices traditionnels, hein. Vous voyez qu'en journalier, on est en train de jouer de manière assez dangereuse avec cette moyenne mobile 200. Si on regarde les indicateurs, bon bah voilà, hein, ça fait un moment qu'on est en zone de surachat. Et pareil, en journalier, on évolue dans les zones basses de surachat concernant le RSI. Si on se place en weekly, vous voyez qu'on a un rebond sur cette ligne que j'avais placée ici, qui est la ligne neutre, qui est une ligne de support. Donc peut-être tendance haussière à repartir. Par contre, effectivement, le MACD, lui est vraiment dégradé. Il va falloir se retourner incessamment sous peu, mais je vous ai exposé une théorie plausible dans la quotidienne d'hier. C'est pas impossible qu'on ait une continuation de cette phase de range, de cette phase corrective jusqu'à la fin de l'année. Rappelez-vous, le cycle durera jusqu'à la fin de l'année. Si on se base sur la cyclicité, une fois de plus, hein, si on casse la moyenne mobile 50 en hebdomadaire et qu'on clôture en dessous, on part pour un bear market. Il sera plus l'heure de parler de cyclicité. Quelque chose aura changé de manière profonde et pragmatique dans la cyclicité, dans les cycles de Bitcoin. Mais pour l'instant, on la tient. Et si on doit parler de cyclicité, la fin du cycle aura lieu vers octobre 2025, d'accord? Donc on peut tout à fait avoir les prochains mois qui restent correctifs slash assez stables, même si personnellement je spécule sur une hausse je vous l'ai dit, hein, fin mars, enfin lors du mois de mars, avril, mai, mais on peut avoir un été, un printemps, un été calme et tout qui se joue lors du dernier trimestre, pardon, 2025. Voilà. Du côté d'ETH, on est extrêmement dégradé, je vous l'ai dit hier. ETH qui a cassé ce gros support ici aux alentours des 2000 $. Donc là, ça va être assez compliqué pour Ethereum, hein, voilà, hein, 73%, hein, vous le voyez, Ethereum, Bitcoin qui continue sa baisse, hein, on est sur ce niveau de support ici, mais voilà, niveau de support qu'on n'avait pas cassé depuis décembre 2020 et sous lequel on est allé mécher ici. Donc en weekly, il va falloir absolument clôturer au-dessus si on ne veut pas avoir une sous-performance encore plus importante d'Ethereum. Ça se gâte de ce côté-là, hein. Du côté d'Ethereum, on est vraiment dans de beaux draps. Et je pense qu'on n'a pas encore vu le bottom, la zone de stabilisation qui devrait se situer plutôt aux alentours entre allez, les 1800 et les 1500 $. Voilà. Du côté du crypto total, rien de plus à dire. Globalement, rien de plus à dire par rapport à hier. Gardez à l'esprit les moyennes mobiles 50 en weekly, on ne veut pas les perdre. Voilà, on est dans des situations dégradées. De toute façon,
Les crypto-monnaies un peu plus résilientes, mais tout est dépendant des indices. Ce qu'il faut scruter à l'heure actuelle, ce sont les indices. Voilà, on va s'arrêter là pour cette quotidienne. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous souhaite une excellente soirée. Scrutez les moyennes mobiles 50 en hebdomadaire et les moyennes mobiles 200 en journalier. Et puis surtout les news macroéconomiques. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée, excellente journée. Ciao, ciao.